Voilà. Ah oui, ça filme directement. Voilà. Bon, ben, vous reconnaissez déjà ce qu'on a déjà commencé hier. Alors, on est dans notre partie. Quel est le rôle des firmes dans l'internationalisation de la production et du commerce international? Je répète, j'ai publié ça sur le site SES aussi. Et le cours, je l'ai fait avec mes deux collègues, Madame Mouret et Madame Thomas. Voilà, on est donc trois à avoir préparé votre cours. Et alors, on avait commencé. Ah, normalement, mon premier petit raté. Voilà. Donc, on avait commencé par faire une typologie des stratégies d'externalisation. Alors, évidemment, euh, une entreprise peut externaliser quelque part à l'intérieur même du pays ou bien à l'étranger. Elle peut le donner à une autre entreprise ou le faire elle-même. Alors, ça, c'est le cas le plus classique. Tout simplement, l'entreprise produit dans son propre pays ses produits. Donc, ça, on ne va pas trop en parler. Ce qu'on appelle l'externalisation, c'est tout simplement à l'intérieur même du pays, quand une entreprise donne un travail à faire à une autre entreprise. Voilà. On peut aussi externaliser à l'étranger. Donc, on donne à une autre entreprise une partie de ses fournitures à créer. Ou bien il y a une troisième possibilité, c'est les investissements directs à l'étranger. Donc on s'adresse bien, c'est la même entreprise qui va fabriquer ses propres produits, mais dans un pays étranger. Alors on verra pourquoi après. Hein, on va garder cette typologie. On va un petit peu vite, c'est pas lasser, on va voir si ça marche à peu près. Bon, voilà. Alors, ce que je voulais vous présenter rapidement, ce qui est peut-être le moins évident à comprendre quand on est à la maison, c'est cette courbe du sourire. Donc, la répartition de la valeur ajoutée entre différentes activités. Alors, on a tout le processus de production, toute la chaîne de valeur, de l'idée qu'on pourrait mettre par ici, la recherche-développement, les premières recherches, la conception des premiers produits, ensuite la réflexion, comment on va le diffuser, quel fournisseur on va trouver, etc. pour arriver à une production. Après, on a une autre logistique, cette fois la logistique, comment on va diffuser notre produit avec la stratégie marketing et tous les services d'après-vente qui peuvent aller avec. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a mis ici, par rapport à cette chaîne de valeur, on a mis en relation la valeur ajoutée apportée à chacune de ces étapes. Voilà. Donc, on voit que la recherche et développement apporte une grande valeur ajoutée. La conception, encore un petit peu moins. La production, peut-être le moins de valeur ajoutée. Et puis, la fin du processus, l'amont, si vous voulez, par rapport à la production, la logistique, le marketing, puis les services rapportent de plus en plus. Donc, quelque part, plus on s'éloigne de la production elle-même, plus la valeur ajoutée est importante proportionnellement à la production. Donc, on a donc cette courbe du sourire. Hein, c'est facile à se souvenir, c'est un bon moyen mnémotechnique pour se souvenir où est créée la valeur ajoutée. Voilà. Et puis, après, ah voilà. Donc, il manque un tout petit peu le haut. Je rangerai ça un peu après. Donc, comment expliquer l'internationalisation de la chaîne de valeur? Les critères de choix des entreprises. On fera une deuxième diapo là-dessus. Donc, ce qu'on a déjà vu un petit peu hier, c'est la baisse des coûts de production. Donc, on peut la baser sur le coût du travail. Donc, pourquoi est-ce qu'on internationalise sa production? Chercher un coût du travail moins cher que le nôtre. Ou bien, on peut chercher aussi une fiscalité moins chère. Donc là, effectivement, dans les deux cas, on va essayer de faire baisser le coût de production. On pense tout le temps à ces deux raisons-là. On a bien raison, elles sont très importantes. Mais il y a aussi d'autres explications tout aussi valables. On peut se rapprocher du consommateur, du marché. Ça, c'est vraiment très important. Pour avoir accès au consommateur, c'est pas aussi simple que ça. On fabrique un bon produit, faut-il encore réussir à le vendre? Donc on va aller là où est le client, tout simplement. Là aussi, on peut avoir encore de la fiscalité, hein, bien sûr, des raisons de fiscalité. Et puis une troisième raison qu'on oublie rarement, un ensemble de raisons pratiquement, c'est rechercher des savoirs et savoir-faire. On peut rechercher du personnel formé. Pensez un petit peu à la Silicon Valley.
hein, où là vraiment on va chercher le savoir là où il est. On peut s'installer uniquement dans cet endroit-là. Alors ce ne sera pas parce que le coût du travail est moins cher, il est plus cher qu'ailleurs. Ce ne sera pas spécialement pour des raisons de fiscalité, mais on va trouver un personnel formé. La même idée, c'est un petit peu la même idée. On peut aller chercher des sous-traitants performants. Hein, on a besoin d'intelligence artificielle. Eh bien, on va aller là aussi, on peut aller chercher des sous-traitants qui ont la compétence, qui vont nous aider à développer notre propre entreprise. Donc, les critères de choix des entreprises, et on a toujours dans comment expliquer l'internationalisation de la chaîne de valeur. Zut. Oui, je l'avais mis dans le mauvais sens. Bon, enfin voilà. Donc, les facteurs qui favorisent l'internationalisation de la chaîne de valeur, bon, elle aurait dû venir avant la précédente, mais enfin, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui explique globalement cette internationalisation? Il y a des raisons basées sur le progrès technique, donc le développement des communications, la baisse du coût du transport. Donc tout ça, c'est des coûts qui ont vraiment baissé ces dernières décennies. Le développement des communications, c'est vrai que communiquer avec l'autre bout du monde, c'est pratiquement gratuit maintenant, hein, puisque de toute façon, on a déjà l'équipement pour communiquer à l'intérieur de son pays, donc ça coûte à peu près rien de se mettre à parler avec un Chinois ou un Japonais. Et puis la baisse des coûts du transport grâce au développement des porte-conteneurs. Alors là, effectivement, on peut transporter des marchandises pour des coûts vraiment faibles. D'autres causes plus politiques, la libéralisation des échanges. On ne va pas remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais en gros, c'est quand même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on cherche à libéraliser les échanges, c'est-à-dire à faire en sorte que les entreprises puissent exporter, importer le plus facilement possible. Donc moins de réglementation, et baisse des barrières avec un S bien sûr, des barrières douanières. Voilà, donc je crois que on va s'arrêter. On en fera peut-être une pour la suite et on va s'arrêter là. 7 minutes, j'espère que ce ne sera pas trop long.